Bonjour à tous, je m'appelle Sam. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie. Même si l'on pourrait avoir l'impression que l'économie, en tant que discipline formelle, ne date que de quelques siècles, il existe des germes de la pensée économique remontant à des millénaires. Des philosophes de l'Antiquité, comme Aristote en Grèce ou Kautilya en Inde, se sont interrogés sur le rôle de la richesse et du commerce dans la société. Ils se demandaient pourquoi certaines cités prospéraient tandis que d'autres stagnaient, et comment répartir les ressources entre les citoyens. Même s'ils ne se seraient pas considérés comme des économistes, ces premiers penseurs soulevaient des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Le concept de marché, un lieu où les gens se réunissent pour échanger des biens, remonte à la préhistoire. Au fil du temps, ces marchés se sont structurés. Différentes régions ont commencé à se spécialiser dans la production de certains produits, comme les épices en Orient, les textiles en Europe, etc. Et des routes commerciales mondiales ont émergé. On peut imaginer des caravanes chargées de soie et de bijoux traversant les déserts, tandis que des navires sillonnaient les mers pour rapporter des produits exotiques à des acheteurs avides. À mesure que les réseaux commerciaux gagnaient en complexité, le besoin de comprendre, de prévoir et d'organiser le flux des biens et de l'argent s'est accentué. Faisons un bond au XVIIIe siècle pour rencontrer Adam Smith, souvent appelé le père de l'économie moderne. Imaginez un sage écossais au visage bienveillant, amateur de réflexion profonde. C'est lui. En 1766, Smith publia La richesse des nations, où il affirmait que l'intérêt personnel, lorsqu'il s'exprime dans un système de marché libre, peut mener à la prospérité générale. Il décrivit fameusement une main invisible, guidant les décisions individuelles pour, en fin de compte, servir l'intérêt de la société tout entière. Les idées de Smith étaient révolutionnaires. Avant lui, beaucoup pensaient que la richesse se résumait à accumuler de l'or et de l'argent. Si vous avez déjà entendu le terme mercantilisme, c'était la doctrine de l'époque. Mais Smith dit « Attendez, peut-être que la richesse ne se limite pas à entasser des métaux précieux. Peut-être s'agit-il plutôt de produire des biens efficacement, de commercer librement et de favoriser la concurrence. En des termes plus simples, il montra que ce n'est pas uniquement ce que vous possédez, mais la façon dont vous l'utilisez qui crée la croissance économique. » Smith ouvrit la voie à d'autres penseurs prêts à réfléchir au fonctionnement des marchés. David Ricardo introduisit l'idée d'avantage comparatif, affirmant que même si un pays n'est pas le meilleur en tout, il peut quand même tirer profit du commerce en se spécialisant dans ce qu'il fait le moins mal par rapport aux autres. C'est ainsi que le commerce mondial peut enrichir tous les pays participants, en se concentrant sur leurs atouts, ou à défaut, leurs atouts relatifs et en échangeant en conséquence. Thomas Malthus était plus pessimiste. En 1788, il expliqua que la population risquait de croître plus vite que les réserves alimentaires. Malthus craignait que les ressources de la planète ne puissent suivre le rythme de la démographie. Bien que la technologie ait jusqu'à présent démenti bon nombre de ses prédictions sombres, ses inquiétudes relatives à la rareté restent l'un des piliers de l'économie. Les ressources sont toujours limitées, tandis que les besoins humains dépassent généralement ce qui est disponible. Au XIXe siècle, une voie totalement différente s'éleva, celle de Karl Marx. Alors que Smith se montrait optimiste quant à la main invisible, Marx critiquait vivement le système de libre marché. Il affirmait que les sociétés capitalistes exploitaient les travailleurs en les payant moins que la valeur qu'ils produisent. Ces idées déclenchèrent des débats sur la lutte des classes, la répartition des richesses et le rôle de l'État dans la régulation des marchés. Les œuvres de Marx alimentèrent ensuite des mouvements socialistes et communistes dans le monde entier, influençant fortement la politique mondiale du XXe siècle. Bien que nombre de ces régimes se soient effondrés ou aient été réformés, les débats lancés par Marx sur l'équité, les droits des travailleurs et l'inégalité restent d'actualité. Les discussions contemporaines sur les inégalités de revenus, le salaire minimum ou la responsabilité des entreprises tirent en partie leur origine de la critique du capitalisme formulée par Marx. Passons maintenant au début du XXe siècle. Les années folles, les Roaring Twenties, prirent fin avec un immense effondrement économique, la Grande Dépression des années 1930. Le chômage explosa, les banques firent faillite et de nombreuses personnes perdirent leurs économies. C'est dans ce contexte difficile qu'apparut John Maynard Keynes, un économiste britannique.
Keynes déclara que les gouvernements devaient intervenir pour stabiliser l'économie en période de récession. Autrement dit, si les ménages et les entreprises ne dépensent pas, c'est à l'État de devenir le dépensier en dernier ressort en investissant dans les infrastructures, en créant des emplois et en stimulant la demande. Cette idée fut révolutionnaire, car jusqu'alors, beaucoup défendaient le laisser-faire, c'est-à-dire laisser les marchés se réguler d'eux-mêmes. Le principe de Keynes, selon lequel les gouvernements peuvent et doivent gérer les cycles économiques, a profondément influencé la politique économique, notamment en Amérique et en Europe, après la Seconde Guerre mondiale. Au moment où l'économie keynésienne triomphait, une autre figure émergea. Milton Friedman. Il défendit le monétarisme, mettant l'accent sur le rôle des banques centrales et sur la maîtrise de la masse monétaire pour réguler l'inflation et la croissance. Friedman remit en question l'étendue de l'intervention étatique, estimant qu'une ingérence excessive pouvait étouffer la concurrence et générer des inefficacités. Aujourd'hui, le débat se poursuit entre ceux qui veulent plus d'intervention de l'État, souvent qualifiés de keynésiens, et ceux qui en veulent moins, souvent appelés monétaristes ou néoclassiques. Bien que de nombreuses nouvelles écoles de pensée aient vu le jour, des nouveaux keynésiens jusqu'aux partisans de la théorie de l'offre, le bras de fer entre solutions pilotées par l'État et par le marché demeure. L'une des idées les plus simples mais fondamentales en économie est celle de la rareté. Pensez à votre propre vie. Vous n'avez qu'un nombre limité d'heures par jour et vous ne pouvez pas tout faire. Si vous décidez de regarder un film, vous renoncez au temps que vous auriez pu consacrer à étudier, faire de l'exercice ou voir des amis. Ce compromis illustre ce que les économistes appellent le coût d'opportunité, la valeur de ce à quoi vous renoncez en faisant un choix. À l'échelle d'une économie tout entière, le même principe s'applique. Les gouvernements doivent choisir comment dépenser leur budget, dans la santé, les routes, l'éducation ou la défense. Les entreprises décident d'investir plutôt dans la technologie ou le marketing. Chaque choix implique de renoncer à autre chose. L'économie cherche à aider chacun à réfléchir de manière systématique à ses arbitrages. Rappelez-vous du marché animé au début de cette histoire. À chaque étal, l'offre et la demande s'entremêlent dans une danse sans fin. L'offre représente la quantité disponible d'un bien ou d'un service, tandis que la demande désigne la quantité que les gens souhaitent acheter. Le prix en est comme la bande-son. Si un bien est très demandé mais peu disponible, son prix grimpe. Si l'offre est trop importante ou la demande trop faible, le prix baisse. Un exemple concret. La hausse soudaine des prix des consoles de jeux pendant la période des fêtes. S'il n'y a pas assez de consoles pour satisfaire la frénésie des achats, attendez-vous à une augmentation des prix ou à des rayons vides. Comprendre l'offre et la demande est essentiel, non seulement pour les marchés, mais aussi pour toute une série de domaines. Des négociations salariales au prix de l'immobilier. Les économistes adorent mesurer pour voir comment les choses évoluent dans le temps. Une mesure clé est le PIB, produit intérieur brut, qui correspond à la valeur totale des biens et services produits dans un pays. On peut le considérer comme un bulletin de notes annuel. Si le PIB augmente, c'est généralement le signe d'une activité économique plus intense. On achète, on vend et on produit davantage. Mais la croissance n'est pas toujours confortable. Parfois, elle peut être si rapide que les prix augmentent. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Si vous avez remarqué que les barres chocolatées coûtent plus cher aujourd'hui que durant votre enfance, c'est un effet de l'inflation. Une inflation modérée peut refléter une économie saine, mais trop d'inflation érode le pouvoir d'achat et rend la vie plus coûteuse. Pendant longtemps, on a supposé que les gens étaient des agents rationnels qui prennent toujours les décisions maximisant leur bien-être. Mais ces dernières années, l'économie comportementale a remis cette idée en question. Elle étudie les facteurs psychologiques, émotionnels et culturels qui influencent nos choix. Par exemple, pourquoi achetons-nous parfois quelque chose sur un coup de tête, alors que nous savons que nous ne devrions pas? Une expérience fameuse en économie comportementale concerne l'effet d'ancrage. Si un magasin affiche une robe à moins 50%, nous pensons souvent faire une bonne affaire, même si le prix initial a été gonflé artificiellement.
Comprendre ces particularités humaines aide les gouvernements et les entreprises à adopter des politiques ou des stratégies mieux adaptées au comportement réel des gens, pas seulement à une rationalité idéale. L'un des plus grands bouleversements en économie au cours du siècle dernier est l'explosion des données et des outils d'analyse. L'économétrie applique des méthodes statistiques aux données économiques. Cela peut sembler rébarbatif, mais c'est comme donner aux économistes un télescope géant pour repérer des tendances jusque-là invisibles. Grâce à la puissance informatique, les économistes peuvent traiter d'immenses quantités de données, depuis les niveaux de revenus par région jusqu'à l'impact des frais de scolarité sur les inscriptions à l'université. L'économétrie a permis de développer de meilleurs outils de prévision, d'évaluer les politiques de manière plus précise et, on l'espère, de limiter les erreurs dans la conduite de nos économies. Toutefois, cela reste une science imparfaite. La corrélation n'est pas toujours synonyme de causalité et la réalité est souvent trop complexe pour être entièrement traduite en chiffres. Un autre sujet brûlant concerne les inégalités, c'est-à-dire la répartition de la richesse entre différents groupes de la population. Dans de nombreux pays, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'est creusé ces dernières décennies. Les économistes débattent de la raison. Est-ce lié au progrès technologique qui avantage les travailleurs hautement qualifiés, à la mondialisation qui délocalise certains emplois, aux politiques fiscales qui favorisent les plus fortunés? Certaines affirment que l'inégalité stimule la concurrence. Elle incite à innover et permet de gravir les échelons. D'autres mettent en garde contre le fait qu'une trop grande inégalité peut générer de l'agitation sociale et de l'injustice, rendant plus difficile la réussite de ceux qui sont en bas de l'échelle. Ces débats sont permanents et profondément ancrés dans nos valeurs collectives quant à l'équité et l'opportunité. Avec la prise de conscience croissante du changement climatique, l'économie se retrouve de plus en plus confrontée aux questions de durabilité. La croissance économique traditionnelle s'est souvent accompagnée de dégradation environnementale, déforestation, émissions de carbone, etc. Aujourd'hui, les économistes cherchent à prendre en compte les coûts environnementaux, comme la pollution ou l'épuisement des ressources, dans le calcul du PIB ou dans les politiques fiscales, par exemple via des taxes carbone. La difficulté est de concilier les gains économiques à court terme et la santé de la planète à long terme. Doit-on imposer une réglementation plus stricte aux industries, même si cela ralentit la croissance, ou miser sur les marchés libres et l'innovation technologique pour remédier aux problèmes environnementaux? Ces questions demeurent centrales pour notre approche de l'économie et de la politique internationale. Les robots et l'intelligence artificielle ne sont plus de la science-fiction. Ils jouent déjà un rôle majeur dans l'économie. Les chaînes d'assemblage automatisées, le trading algorithmique ou les caisses automatiques modifient notre façon de travailler et les compétences nécessaires pour réussir. Cela suscite des inquiétudes quant à la disparition d'emplois et à l'avenir du marché du travail. Les économistes sont partagés. Certains disent que les nouvelles technologies créent toujours de nouveaux emplois pour remplacer ceux qui disparaissent, comme ce fut le cas lors de la révolution industrielle. D'autres craignent un fossé de compétences qui laisserait de nombreuses personnes sur la touche. Il ne s'agit pas que d'un problème économique. C'est une problématique humaine qui implique les politiques éducatives, les systèmes de protection sociale et, finalement, la façon dont nous concevons l'adaptation de la société au changement technologique. Depuis que les bateaux ont commencé à relier les continents, le commerce est un élément central de la vie économique. Ces dernières années, pourtant, la mondialisation est de plus en plus critiquée. Certains estiment que les accords de libre-échange pénalisent les travailleurs locaux, tandis que d'autres affirment qu'ils favorisent l'innovation et font baisser les prix pour les consommateurs. Ainsi, les pays hésitent entre ouvrir leurs frontières aux biens et services ou instaurer des droits de douane et des quotas pour protéger leurs industries. Les opposants au protectionnisme soulignent qu'il peut entraîner des guerres commerciales, une hausse des prix et un recul de la coopération internationale. Ces partisans, eux, pensent qu'il peut préserver certains emplois et la sécurité nationale. Comme souvent en économie, il n'existe pas de solution unique et universelle. Ce qui rend l'économie si captivante, ce ne sont pas seulement les chiffres, les tableaux ou les équations. Ce sont les gens, les économistes, qui contestent les idées de leurs pairs,
les responsables politiques qui adoptent des mesures potentiellement efficaces ou non, et les citoyens ordinaires qui en ressentent les effets dans leur vie quotidienne. À travers l'histoire, l'économie a été façonnée par des débats animés. Adam Smith écrivait avec une sensibilité de philosophe moral, réfléchissant à la manière dont une société peut prospérer éthiquement et matériellement. Marx abordait l'économie sous l'angle de la justice, se révoltant contre les mauvais traitements infligés aux travailleurs. Keynes, bouleversé par la Grande Dépression, cherchait une solution concrète pour lutter contre le chômage. Friedman défendait la liberté individuelle, persuadé que les décisions économiques fondamentales devaient être prises par les individus plutôt que par l'État. Même aujourd'hui, les économistes se réunissent en conférences, publient des articles et débattent énergiquement de sujets variés. Des causes des récessions aux solutions pour remédier au manque de logement. Loin d'être une discipline théorique et aride, l'économie constitue un échange vivant et évolutif sur le monde dans lequel nous voulons vivre et la manière de l'atteindre. Malgré les progrès réalisés, l'économie comporte toujours son lot d'énigmes. En voici quelques-unes. Prévoir les crises. Pourquoi est-il si difficile d'anticiper les grands crashs financiers, comme celui de 2008 ? Les économistes proposent des modèles pour expliquer les crises une fois qu'elles ont eu lieu, mais les prévoir avec précision reste un défi. Particularité comportementale. Si l'homme n'est pas parfaitement rationnel, comment construire des modèles qui prennent en compte nos comportements émotionnels, sociaux et parfois irrationnels ? Mesure du bien-être. Le PIB est-il le meilleur indicateur pour évaluer la réussite d'une société ? Certains économistes proposent d'autres outils comme l'indicateur de progrès véritable ou des indices de bonheur, encore peu utilisés. Durabilité à long terme. Comment s'assurer que les générations futures héritent d'une économie et d'une planète en bon état ? Trouver un équilibre entre croissance, environnement et aspects sociaux est un enjeu crucial. Revenu universel. Verser à chaque citoyen un revenu de base pourrait-il simplifier la protection sociale et réduire les inégalités, ou cela risquerait-il de décourager le travail et de grever les budgets publics ? Chacune de ces questions ouvre la porte à de nouvelles recherches, de nouvelles données et de nouveaux débats. Et plus on avance, plus on prend conscience de la complexité des interactions entre l'argent, les ressources, la politique et la nature humaine. À ce stade, vous vous demandez peut-être « Tout cela est intéressant, mais qu'est-ce que ça change pour moi ?» La réponse est « énormément de choses ». Quand vous postulez à un emploi, contractez un prêt, payez vos impôts ou faites vos courses, vous faites partie du système économique. Comprendre, ne serait-ce qu'un peu ce système, peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées dans vos finances personnelles, vos choix de vote ou vos orientations professionnelles. Sur un plan plus vaste, l'économie nous permet d'aborder les grands défis de notre époque. Inégalités, changement climatique, bouleversements technologiques, commerce mondial, etc. Être sensibilisé aux mécanismes économiques peut vous aider à mieux saisir ces enjeux et à peser sur les politiques qui forgeront notre avenir commun. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode.